Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux tiers, personnages que vous rencontrerez très souvent dans votre cours de droit des contrats. En effet, selon si une personne est partie ou tiers au contrat, les droits, les obligations et de manière générale sa situation juridique ne sera pas la même. Il est donc important de pouvoir identifier qui sont véritablement ces tiers et quels sont leurs droits, mais également leurs éventuelles obligations en ce qui concerne la situation créée par le contrat en question. Commençons ce sujet avec l'article 1199 du Code civil. Celui-ci dispose que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter. En effet, il ne faut pas oublier le rôle de l'effet relatif du contrat. Le contrat n'oblige que les parties, pour autant il n'est pas complètement sans effet sur les tiers puisque ceux-ci doivent respecter la situation juridique que crée le contrat. Le contrat leur est ainsi opposable, mais il est également opposable par les tiers selon la situation. Tout d'abord, il existe différentes catégories de tiers. Dans la situation de l'article 1199 du Code civil cité précédemment, celle-ci évoque le cas des tiers absolus. Ils n'ont aucune obligation créée par le contrat à respecter, mais ils ne peuvent pas non plus demander et obtenir l'exécution de ce contrat. Ils en sont complètement tiers. Disons maintenant un mot sur les créanciers chirographaires. Pour rappel sur ce qu'est un créancier chirographaire, citons deux articles du Code civil. Le premier est l'article 2284 et nous dit que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. L'article suivant nous dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Les créanciers chirographaires disposent donc d'un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, ce qui signifie qu'ils ne disposent pas d'une sûreté particulière, tel un gage, un cautionnement, un privilège, etc. Le créancier chirographaire est donc en concurrence avec tous les autres créanciers pour obtenir l'acquittement de sa créance. Ce créancier est donc bien un tiers au contrat, il n'en fait pas partie, cependant si le patrimoine de son débiteur se voit impacté par la situation juridique créée par le contrat, alors le créancier chirographaire se verra bien qu'indirectement affecté par les effets de ce contrat auquel il est tiers. C'est pour cela que l'article 1191 du Code civil nous dit que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre 3 du titre 4. L'article introduit donc des cas d'exception, ce qui permettra aux créanciers d'exercer l'action oblique ou l'action polienne. À titre informatif, l'action oblique est définie en ces termes par l'article 1341-1 du Code civil. Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Ce serait par exemple le cas lorsque le débiteur insolvable n'exerce pas ses droits dont il dispose à l'égard de ses propres débiteurs, il ne réclame pas l'argent qu'on lui doit et qu'il doit lui-même à un autre créancier. Cet autre créancier pourra alors exercer l'action oblique. Quant à l'action polienne, l'article 1341-2 dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude. Intéressons-nous maintenant aux ayants cause. Vous trouverez plusieurs types d'ayants cause. Les ayants cause à titre universel succèdent à la quote-part d'un patrimoine. Les ayants cause universels succèdent au patrimoine en totalité et les ayants cause à titre particulier recueillent un bien déterminé du patrimoine.
Vous verrez tout cela en détail en droit des successions et des libéralités en master si vous continuez votre cursus en droit privé. Alors attention, pas tous les contrats conclus autour du bien en question n'auront d'incidence sur l'ayant cause à titre particulier. Mais par exemple, si le bien transmis était l'objet d'un contrat constitutif de droit réel au profit ou à la charge de la partie transmettant le bien, ces droits réels sont transmis à l'ayant cause avec le bien. Prenons le cas de la servitude. Si votre voisin a un droit de passage sur votre terrain par une servitude, ce droit sera transmis au nouveau propriétaire de la maison. Et c'est pareil que la servitude soit à votre bénéfice ou que vous ayez accordé la servitude à quelqu'un d'autre. Disons maintenant un mot sur la stipulation pour autrui. Rien que par le nom, vous comprenez aisément sa place dans cette vidéo. L'article 1205 du Code civil dispose ainsi que l'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ainsi, la stipulation pour autrui est bilatérale, puisque le contrat est mis en place par un stipulant et un promettant, donc deux parties. Cependant, les effets de la stipulation pour autrui sont en faveur d'une troisième personne, nommée le tiers bénéficiaire. Que nous dit le Code civil concernant la personne de ce tiers bénéficiaire ? Eh bien, ce même article 1205 nous dit que le destinataire peut être une personne future, mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Ce sera le cas, par exemple, de l'enfant à naître. L'article 1206 nous dit également que le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins, le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant. Pour autant, même si le tiers bénéficiaire a donc cette stipulation pour autrui conclue en sa faveur, la révocation de celle-ci provient forcément du stipulant, donc de la partie au contrat. L'article 1207 dispose ainsi que la révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. En ce cas, l'article continue ainsi. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.